Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre de Vendée. Mais pourquoi la révolte de Vendée réussit-elle où les autres soulèvements échouent? Par la simple combinaison d'une force militaire affaiblie, d'une opération de répression ratée et de querelles politiques parisiennes. Vous voulez en savoir plus sur la guerre de Vendée? Venez avec moi. On peut se demander, la révolte de Vendée en 1793 est-elle un événement exceptionnel? La réponse est non. Des troubles quelquefois très violents éclatent dans à peu près un quart ou un cinquième de la France, en Bretagne, en Alsace, dans le Massif central, mais aussi à Lille, au Pays basque. Des communautés rurales se soulèvent pour deux raisons, l'une profonde, l'autre immédiate. La première est le rejet de la constitution civile du clergé de 1790. Dans ces régions éloignées de Paris, 90% des prêtres refusent le serment et les villageois les soutiennent. Sans hésiter, car ils redoutent que les sacrements accordés par exemple pour les inhumations soient sans valeur. Or, à l'époque, il est inconcevable de mourir sans la présence d'un prêtre reconnu par la communauté. Et il y a des affrontements mortels lors d'enterrements conduits par des prêtres assermentés. En outre, ces derniers refusent de bénir les semailles et les labours. Cela conduit à des troubles dès 1792 en Vendée, comme à Saint-Christophe du Lignéron, mais aussi à Vannes en Bretagne, à Brézure, dans les Deux-Sèvres, ou encore en 1791 à Saint-Ouen-des-Tois en Mayenne. Dans le sud, ces problèmes réactivent les oppositions violentes entre protestants et catholiques. Adoptée le 12 juillet 1790 par l'Assemblée constituante, la constitution civile du clergé place l'Église catholique sous tutelle nationale et fait des prêtres des salariés de l'État assermentés. À ces jureurs s'opposent les réfractionnaires qui ne reconnaissent que l'autorité du pape, hostile à la mesure. La levée de 300 000 hommes du 23 février qui exige 4 000 à 5 000 hommes par département. La modalité est étrange car on demande que les hommes se réunissent puis qu'ils élisent ou qu'ils désignent ceux qui doivent partir. Pour faire face à l'entrée en guerre de l'Angleterre, la Convention décrète le 23 février 1793 la levée de 300 000 hommes de 18 à 25 ans, célibataires ou veufs. Impopulaire dans les campagnes, elle est à distinguer de la levée en masse du 23 août suivant. Paradoxalement, on amène les individus à se rassembler, à débattre et donc à manifester leur mécontentement. On sait aussi que parmi ces communautés, on ne prendra pas les membres de la garde nationale. On pioche donc parmi ceux qui sont les moins favorables à la Révolution. Des troubles se produisent forcément. Fondée en 1789, la garde nationale est une milice citoyenne chargée de maintenir l'ordre et sauvegarder les acquis de la Révolution. On peut se demander, est-ce une révolte pour les prêtres et contre l'armée? Pas seulement. Les campagnes sont mécontentes car la Révolution envoie des émissaires dans les régions pour instaurer ce que peut appeler un contrôle politique. Les communautés vivent mal leur perte d'autonomie. En outre, les biens nationaux sont achetés par des bourgeois des villes au détriment des ruraux. Ces bouleversements sont rapides et importants. On a là tous les ingrédients d'une insurrection. Les biens nationaux sont les biens confisqués à la noblesse et au clergé en 1789, puis aux immigrés et autres contre-révolutionnaires en 1792. La noblesse est-elle impliquée dans ces révoltes? Jusqu'en 1792, elle n'est guère impliquée et refuse de s'investir. On sait tout de même qu'il existe dans l'Ouest un groupe de comploteurs autour du marquis de la Rouërie. Une petite frange de noblesse profite ensuite de la situation pour se joindre aux troubles qui débutent en mars 1793. La rencontre des mécontents et de la noblesse a donc une portée limitée. Avec les prêtres aussi, d'ailleurs, très peu s'engageront activement. Depuis des décennies, le pouvoir sait comment faire face aux révoltes de paysans. On laisse le mouvement se développer, s'essouffler, puis on envoie la troupe écraser les révoltes. Cette fois, c'est difficile. Il faut 1 mois et des troupes nombreuses et aguerries, auxquelles s'ajoutent des bataillons de volontaires pour mater très violemment les insurgés. En Bretagne, le souvenir de la bataille de Kerguidoue, qui a fait plusieurs dizaines de morts, va durer. C'est pourquoi les Chouans attendent encore 1 an avant de se révolter à nouveau. Pour une raison inattendue, les insurgés vendéens échappent à la répression. À partir du 11 mars, de très grosses bandes de 500 à 600 paysans se constituent au sud de Nantes, puis entre Angers et Cholet.
L'importance de ces groupes surprend tout le monde. Ils se propagent rapidement et prennent le contrôle de petites villes où les troupes sont quasi absentes. Il se trouve en effet que le littoral de Pornic au Sable d'Olonne n'est pas protégé car on ne peut y débarquer. Les forces sont concentrées à La Rochelle, d'où partent 3000 hommes, moitié volontaires, moitié troupes de ligne. Les premiers affrontements leur sont favorables, mais le 19 mars, ils se font surprendre par une très grosse bande dans le bocage, à Pont-Charlot. Mal commandés, les soldats paniquent, abandonnent fusils et canons et détalent vers La Rochelle ou Niort, où ils annoncent l'arrivée de milliers de rebelles. Pas question de Vendéens à ce moment. Personne ne fait la différence entre les rebelles de l'Ouest et ceux du Puy-de-Dôme ou de Provence. La défaite est pourtant spectaculaire, mais elle a des conséquences aussi graves, parce qu'elle coïncide avec les rivalités politiques à Paris. Début mars, la Convention débat en effet du traitement à réserver aux ennemis intérieurs de la Révolution. En mars 1793, la Convention a porté au pouvoir la minorité girondine, son aile droite. Elle se heurte à la majorité montagnarde qui s'appuie sur les centristes de la plaine. Or, le 18 mars, les Girondins font voter une loi menaçant de mort les sans-culottes radicaux, les enragés qui réclament un partage des terres considéré comme une attaque intolérable contre la propriété privée. Le lendemain, le 19 mars, les montagnards, prétextant que les Girondins ne vont pas assez loin, renvoient le balancier. Ils font voter une loi punissant de mort les porteurs de la cocarde blanche royaliste et les rebelles pris les armes à la main. On pense alors aux Bretons, pas aux Vendéens. Dans ce contexte, la défaite de Pont-Charlot, annoncée 4 jours plus tard par des messagers montagnards élus comme le résultat de la faiblesse des Girondins et de la traîtrise déjà soupçonnée de Dumouriez, dont sont proches les généraux battus. Pour les montagnards, la collusion entre Girondins et insurgés explique l'inexplicable, à savoir comment une armée professionnelle a été mise en déroute par des paysans qu'on dit armés de faux et de fourches. À partir du 23 mars, la Convention évoque la guerre de Vendée et des départements circumvoisins, puis seulement la guerre de Vendée. Voilà comment une répression ratée et un calcul politique débouchent sur une guerre civile. Alors peut-on dire que la Convention invente la guerre de Vendée? Dans un sens oui, car elle donne du sens à une région qui n'en avait pas. On regroupe en effet sous un nom des gens qui n'ont rien en commun. Ceux du bocage ou du pays de Retz, différents de ceux des Mauges, par les métiers, leur rapport à la ville, à la noblesse, à la religion. Même leur langue diffère sensiblement. Ils ne vont d'ailleurs pas fusionner. Il y aura toujours chez les Vendéens, qui se qualifient eux-mêmes d'armée catholique et royale, 3 ou 4 forces différentes dont les généraux ne s'entendent pas. Ce manque d'unité et de cohérence les mènera à leur perte. Les montagnards décident de mesures exceptionnelles politiques et militaires. Politiques, car la Vendée est reconnue comme le rôle intérieur de la contre-révolution, aussi dangereux que le pôle extérieur de Coblence, où se rassemblent les émigrés. Cela vire à l'obsession. C'est contre la Vendée qu'on crée en avril le Comité du Salut Public. Fondé le 6 avril 1793, le Comité du Salut Public est l'organe exécutif collégial de la Convention. Composé d'une douzaine de membres, il est dominé par les montagnards Danton jusqu'au 10 juillet 1793, puis Robespierre jusqu'à sa chute le 27 juillet 1794. Puis on annonce tous les midis des nouvelles de l'insurrection. Pourtant, à ce moment-là, personne, je dis bien personne, ne sait de quoi il parle. Militairement, on envoie des troupes prises, symboliquement, dans toutes les régions du pays. Le meilleur de la ligne y côtoie le pire. Des hommes âgés, des Allemands qui s'empressent de déserter, des volontaires pour le pillage et le viol, au mépris des officiers et de la discipline. Le tout est impossible à coordonner car les généraux appartiennent à des factions rivales. Girondins, montagnards, amis de Danton, etc. C'est cette armée disparate qui se heurte à des rebelles. Qui ont eu 1 mois pour s'armer et s'organiser sur un terrain qu'ils connaissent parfaitement. Comme on l'a vu, la guerre de Vendée oppose pendant plusieurs années les paysans de cette région, fervents catholiques, et les forces révolutionnaires qui adoptent des mesures anti-religieuses. Mais ce n'est pas la seule raison de ce conflit meurtrier.
Par ailleurs, si le principal épisode de cette guerre s'est bien déroulé entre 1793 et 1796, de nombreux conflits isolés ont perduré pendant de nombreuses années. C'est pourquoi certains parlent de plusieurs guerres de Vendée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.